Alors, aujourd'hui, on a fait un titre qui est une information incroyable que vous ne verrez pas à la télé. Vous savez, j'ai communiqué il y a quelque temps les sources que j'ai et qui sont principalement des anciens militaires américains et également 2 professeurs. La semaine dernière, le colonel Wilkerson, qui est en contact avec les gens de la CIA, avec des anciens, des militaires actifs, puisque ces gens-là qui sont à la retraite ont formé des officiers, ont formé des gens qui ont continué à grimper dans la hiérarchie. Et ils sont en contact. Alors bien sûr, les militaires actifs ont un devoir de réserve, ils ne peuvent pas communiquer. Il y a toujours des fuites qui vont en direction du Washington Post ou qui vont en direction du New York Times, etc. Mais en règle générale, il faut être très discret. Par contre, que ce soit le colonel Wilkerson ou McGregor, ils ont formé des gens et ils sont en contact par téléphone avec eux. Et donc, j'ai appris la semaine dernière que le nombre de combattants du Hamas à la fin du mois d'octobre 2024 est plus important que le nombre de combattants du Hamas qu'il y avait le 6 octobre 2023. Vous voyez ? Donc, ils ont, pendant plus de 300 jours, largué 80 000 tonnes de bombes sur ce petit territoire de Gaza. Je vais en parler tout à l'heure. J'ai fait une étude comparative pour estimer le nombre de victimes. Ça n'est pas du tout ce qu'on vous raconte, ça n'est pas 40 000 morts. Il y a, selon l'étude que je vais vous faire voir, un peu plus de 400 000 morts à Gaza. Mais là, les chiffres qui nous sont communiqués principalement par le Hamas, et ça se passe comme ça se passe en Ukraine, c'est-à-dire que les Ukrainiens veulent minimiser le nombre de morts qu'ils ont et augmenter au maximum le nombre de morts qu'ils supposent qu'ils ont fait dans l'armée russe. Bon, évidemment, les chiffres ne sont rien à voir avec la réalité. Eh bien, le Hamas fait pareil, c'est-à-dire qu'il veut minimiser le nombre de morts. Il l'estime à 41 000 morts, mais en réalité, on est au-dessus des 400 000 morts. Mais bien entendu, s'ils annonçaient 400 000 morts, il y aurait peut-être, de la part de la population civile, une peur qui se développerait et les gens voudraient fuir. Or, le Hamas veut que les Palestiniens restent sur le territoire de Gaza jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui bascule. Ce sont des résistants, ce sont des combattants et malheureusement, le grand pourcentage de victimes, ce sont des enfants et des femmes. Ils bombardent, l'armée israélienne bombarde les hôpitaux, bombarde les écoles, tout ça. Moi, je vois des images sur Al Jazeera, puisque en France, il est très rare d'obtenir des images de ce territoire de Gaza qui est complètement détruit. Donc vous verrez tout à l'heure, je vais vous faire voir au tableau, j'ai fait une étude comparative avec la ville de Dresde en Allemagne et je vais vous donner des chiffres. Donc nous sommes actuellement dans une situation qui est en train de se mettre en place. Probablement, Trump arrêtera la guerre en Ukraine parce que il n'est pas du tout intéressé maintenant. Bon, tout le monde a compris que la guerre en Ukraine est perdue, que les Russes ont conquis un territoire qu'ils ne vont pas rendre et qu'ils vont conserver. C'est un territoire qui était depuis 2 siècles habité par des Russes, qui parlent russe et qui vivent comme des Russes. Donc c'est un territoire russe, on peut dire, et donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, le lobby de la finance aux États-Unis voulait utiliser l'Ukraine comme un cheval de Troie pour pouvoir déséquilibrer le gouvernement de la Russie et notamment faire tomber Poutine pour pouvoir mettre en place des gens qui lui seraient favorables, pour récupérer toutes les richesses qu'il y a dans la partie est de l'Ukraine et également s'emparer des richesses qu'il y a
en Russie. Bon là, de ce côté-là, ils ont compris que c'est terminé. Et alors, donc, l'équipe qui va être en place, c'est-à-dire le Pete Hegseth, qui va être ministre de la Défense, c'est-à-dire secrétaire d'État à la Défense, je pense qu'ils auraient mieux fait d'appeler ça, maintenant, avec ce bonhomme, ils devraient l'appeler le secrétaire d'État à l'attaque, parce que ça ne m'a pas l'air du tout d'être quelqu'un qui va se préoccuper de la défense des États-Unis. Peut-être on pourra faire voir un de ses interviews. Le gars n'a aucune compétence, n'a absolument pas le niveau qu'il faudrait qu'il ait pour diriger une entreprise qui fait quand même plus de 3 millions de salariés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il était animateur de télévision, il a fait une petite carrière militaire à un niveau subalterne, et on le bombarde responsable d'une organisation de plus de 3 millions de personnes, 1 200 000 militaires et 1 800 000 civils, et encore avec d'autres services qui se greffent. Donc, il est clair que le gars n'a pas du tout le niveau pour s'occuper de ça, mais ça n'empêche qu'il va exécuter les ordres de Donald Trump, qui, lui, est aux ordres de l'EPAC. Alors ça, il n'y a aucun doute. Donc, comment les choses vont se passer ? Eh bien, sur le plan de la stratégie, Israël et les experts militaires américains ont compris que maintenant, l'Iran est protégé par une barrière de systèmes électroniques, de radars et de missiles antimissiles, et de missiles surtout qui peuvent détruire l'aviation israélienne et américaine. Et Israël a bâti toute son armée principalement sur l'aviation. Ils ont formé beaucoup de pilotes, ils ont beaucoup d'avions. Et donc, lorsqu'ils ont tenté de faire un bombardement sur l'Iran, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas pénétrer le territoire iranien qui est protégé par cette ceinture de radars et de missiles antimissiles très performants et de missiles qui descendent bien sûr les avions. Donc, il est peu probable que l'attaque soit faite d'abord par des avions. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que les navires américains attaqueront l'Iran avec des missiles. Envoyer des avions avec des pilotes, c'est prendre le risque d'avoir beaucoup de pertes, et ça, ils sont plutôt réticents pour avoir des pertes. Alors, il va y avoir des missiles qui vont partir pour détruire les radars et les stations S-300, S-400, et une fois que ces missiles auront atteint leur objectif, auront détruit toutes ces bases de défense antiaérienne, là, l'aviation pourra rentrer en action. Donc tout ça, si moi je l'ai compris, forcément, les Russes et les experts russes et iraniens l'ont compris. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que une fois que les premiers missiles vont partir des navires américains ou du territoire israélien, et qu'ils vont arriver sur les radars et les cibles, parce que s'ils arrivent à saturer le système de défense, ils pourront détruire forcément. En envoyant 10 missiles, vous en avez toujours un qui arrive. Eh bien, il est plus que probable que les Iraniens enverront eux aussi des missiles sur la flotte américaine. Et donc, je ne serais pas du tout surpris qu'il y ait 2 porte-avions qui soient coulés au large de l'Iran, et peut-être même un porte-avions en Méditerranée. Et puis, bien entendu, il va y avoir des navires lance-missiles qui risquent de prendre eux-mêmes des missiles hypersoniques sur le pont ou sur une autre partie du navire. Et donc, à mon sens, ça va faire beaucoup de morts, beaucoup de disparus en mer. Et donc, une fois qu'on aura franchi cette étape, eh bien, il n'est pas très difficile d'imaginer que l'étape suivante, ce sera l'usage des armes nucléaires
par Israël, parce que quand il va y avoir une douzaine ou une vingtaine de bateaux américains qui vont être coulés, ils n'hésiteront pas à franchir la marche supérieure. Donc voilà un peu la situation. Les États-Unis qui sont à la pointe du progrès et qui ont depuis très longtemps la grosse tête, s'imaginent qu'ils dominent le monde et ils ne se rendent pas compte que dans la guerre dans laquelle ils vont s'engager, les perdants potentiels, c'est eux, ce n'est pas les Russes. Les Russes sont sur un territoire de 17 millions de kilomètres carrés, ont des abris pour 95% de la population civile, et donc ils sont prêts à affronter en hiver une guerre nucléaire. Les Américains, pas du tout. Moi, je prévois que 5% du territoire américain sera détruit, ce qui représentera 40% de la population active et la disparition des États-Unis. Personne actuellement n'imagine la disparition des États-Unis. Moi, je suis convaincu que c'est ce qui va se passer dans la guerre qu'il y aura entre la Russie. N'oublions pas que les Chinois sont prêts à se mettre du côté des Iraniens, car pour les Chinois, l'Iran, c'est un pays important qui fournit le gaz et le pétrole, qui fait marcher toute l'économie chinoise. Si il n'y a plus de livraison de pétrole et de gaz qui arrivent en Chine, ce pays sera en très grande difficulté économique et sociale. Donc les Chinois ne laisseront pas faire les Américains pour détruire toutes les installations. Ils interviendront. Ils ont aussi des moyens assez sophistiqués. Et donc, moi, je pense qu'avec l'équipe d'abrutis qu'il va y avoir autour de Trump, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont risquer l'existence même des États-Unis. Personne actuellement ne va vous dire ça. Moi, j'en suis convaincu. La probabilité, elle est pour moi de 8 sur 10. Donc on verra s'ils vont avoir la sagesse d'arrêter. Je vais aller maintenant au tableau parce que ça va faire une vidéo qui va être trop longue. Et donc, je vais vous donner quelques informations par rapport à certains commentaires que j'ai eus. Donc, je vais répondre à ces personnes-là. Alors, dans les commentaires, j'ai eu une personne qui m'a écrit « Monsieur Chevrier a certainement de grandes compétences et une expérience en adéquation, mais il a du mal lire le mode d'emploi qui suit. » Et il me parle du missile Sarmat RS-28, 50 mégatonnes. Alors il met 50 mégatonnes ou 15 têtes qui sont d'une puissance plus petite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il divise les 50 mégatonnes par 15 et donc il nous marque sur ses commentaires. Donc le missile pourrait transporter 15 têtes de 3,33 mégatonnes par tête, et ce serait donc 15 villes françaises qui seraient, donc des villes importantes, qui seraient détruites, qui seraient complètement détruites. Eh bien non, ça ne se calcule pas comme ça. Quand vous avez 50 mégatonnes, c'est une question, si vous voulez, d'abord, il faudrait bien comprendre que le missile Sarmat n'est pas un missile. Le missile Sarmat, c'est une véritable fusée. C'est une fusée à 3 étages qui ne peut partir que d'un silo avec une longueur. Alors, on va donner, si vous voulez. Alors, ce que je veux expliquer tout de suite par un dessin que tout le monde peut comprendre, c'est que c'est une question de volume. Dans ce missile, cette fusée, en fait, peut transporter un volume et une charge de 10 tonnes. Alors, on va venir tout de suite sur le descriptif, si vous voulez. Et donc, plus vous mettez de missiles, plus vous avez de la place qui est perdue. Quand vous en mettez 3, vous voyez il y a autant pratiquement de vide que de plein. Et donc, sans compter que quand vous envoyez, on va passer tout de suite à côté pour que on comprenne bien. Donc, voilà les éléments techniques du missile Sarmat. On continue à l'appeler missile, mais en fait c'est une fusée. RS-28 Sarmat, 3 mètres de diamètre, 35 mètres de hauteur. Je parle de hauteur parce qu'il ne peut partir qu'à la verticale. La vitesse qu'il atteint quand il est dans la stratosphère, c'est 7 km par seconde, avec une portée de 18 000 km.
une charge utile de 10 tonnes. Donc, bien que ce soit un poids au décollage de 208 tonnes, dont 188 tonnes de carburant. Alors, il peut emporter soit une charge de 50 mégatonnes, comme je l'ai fait voir sur le dessin, puisque là, on prend tout le volume et on n'a pas besoin d'un système de guidage puisqu'il y est déjà. Il peut emporter 10 têtes de 750 kilotonnes. Donc, vous voyez que lorsqu'on passe de 1 à 10, ça n'est plus 50 mégatonnes qu'on peut diviser par 10, parce que ça ferait 10 têtes de 5 mégatonnes. Non, c'est 10 têtes de 750 kilotonnes. Donc, au total, on a une perte très importante. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais qu'il faut bien comprendre que c'est une fusée à 3 étages. Donc le premier étage, c'est comme dans les fusées, ça permet d'atteindre une certaine altitude. Et puis ensuite, on largue le 3e étage et on passe au 2e, etc. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais simplement faire un petit commentaire, parce que les gens ont tendance à aller très vite, à dire bon on divise 50 par tonne. Et puis il y a aussi une question d'un autre commentaire qui me dit mais on se demande pourquoi les Russes se contenteraient d'envoyer un seul Sarmat. L'objectif des Russes, c'était en février de 2022, Poutine l'avait déclaré officiellement, c'était d'arriver à fabriquer 50 missiles Sarmat, puisque tout le monde appelle missile, en fait. Eh bien, oui, 50 missiles Sarmat, ça représente beaucoup d'heures de travail, ça représente un travail très, très important. Et donc, ils n'ont pas la capacité d'envoyer 50 missiles sur la France. C'est ridicule. Il y a 180 pays dans le monde. Donc, en imaginant qu'il y en aurait un pour nous, mais à mon avis, le missile Sarmat n'est pas du tout destiné à attaquer de la population civile. Il a certainement une autre mission et je pense qu'il faudrait plutôt regarder sur la capacité de destruction des silos qui sont dans les 3 États aux États-Unis avec des missiles intercontinentaux. À mon avis, c'est plutôt dans cette direction qu'il faut regarder pour quelles raisons les stratèges russes voulaient fabriquer 50 missiles. C'est très probablement pour une opération très précise. En ce qui nous concerne, moi je crois qu'en Europe, ce qui est prévu, c'est le missile Kinjal et puis l'Iskander. C'est des missiles de ce type qui vont arriver sur les bases militaires américaines et françaises. Hein, voilà. Donc, alors maintenant, on va passer sur une petite étude, si vous voulez, qui est intéressante, que j'ai fait pour situer à peu près le niveau de victimes qu'il y a actuellement à Gaza. Alors j'ai pris un point de comparaison, puisqu'il faut... On ne peut pas, il faudrait se rendre sur place et puis c'est pas possible. Donc pour essayer d'avoir une vision, comptabiliser vraiment les victimes, il y a tellement de morts qui sont dans les décombres qu'on ne peut pas savoir. Et puis c'est une campagne de propagande d'un côté et de l'autre. Donc j'ai pris comme base la ville de Dresde, en Allemagne. Donc là, nous sommes... Pour comparer, elle a été bombardée en février 1945. C'était un bombardement destiné à massacrer la population civile de cette ville, comme actuellement ça se passe à Gaza, on massacre la population civile de Gaza. Les combattants du Hamas sont dans les tunnels, ils se fichent pas mal des bombes qui tombent sur les immeubles. Donc, à Dresde, c'était un bombardement complètement inutile qui a massacré la ville toute la population civile de Dresde. Et donc, on va comparer. La ville de Dresde, c'était 328 km². Le territoire de Gaza, c'est 360 km². Donc, vous voyez, c'est très proche. En février 1945, j'ai regardé
la population de Dresde était de 950 000 habitants. Il y avait 650 000 habitants, principalement, enfin c'était exclusivement des femmes et des enfants, puisque tous les hommes étaient sur les fronts. Et il y avait environ 250 000, on ne sait pas précisément, réfugiés qui venaient des autres régions d'Allemagne, qui s'étaient réfugiés dans cette ville où ils arrivaient encore à trouver un peu de nourriture. Et donc, on a situé 950 000 habitants à Dresde. En octobre 2023, Gaza, c'était 2 200 000 habitants. L'aviation américaine et anglaise ont largué pendant 3 jours 7 200 tonnes de bombes conventionnelles et 164 tonnes de bombes au napalm sur la ville de Dresde. C'est un bombardement qui a duré 3 jours et 2 nuits. On a dénombré entre 200 et 250 000 morts. 950 000 habitants, 200 à 250 000 morts. À Gaza, ce n'est pas 3 jours de bombardement, c'est 330 jours de bombardement. Ils ont largué 80 000 tonnes de bombes. Vous voyez, des bombes de 500 kilos, des bombes de 1000 kilos. Par l'aviation israélienne, toutes ces bombes ont été fabriquées aux États-Unis et fournies jour après jour à l'armée d'Israël. Et donc, on voudrait nous faire croire qu'il y aurait 40 000 morts avec 80 000 tonnes de bombes, alors que 8 000 tonnes de bombes, moins de 8 000 tonnes de bombes, ont fait 250 000 morts ou au moins 200 000 à Dresde. Donc, si on veut être raisonnable, il faut partir sur une base de 400 à 450 000 morts à Gaza. Voilà. Ce que je voudrais, c'est conclure en disant... Préparez-vous, c'est pas la peine d'avoir peur, mais il faut se préparer parce que le risque est important. Et le sujet actuellement prioritaire, il n'y a pas de doute, c'est là, il n'y a pas de sujet plus important que de se préparer à cette guerre qui risque d'arriver. On est certain de rien, mais la probabilité, comme je l'ai dit, c'est 8 sur 10. Donc dans ces cas-là, il faut appliquer le principe de précaution. On nous oblige dans les entreprises à utiliser le principe de précaution, le moindre truc. Il y a une plaque qui chauffe, il faut qu'on mette... Vous vous rendez compte que dans mes ateliers, j'ai des bacs où il y a de l'eau à 60 degrés. Eh bien, l'inspection du travail m'a obligé à mettre une pancarte eau chaude, voyez, comme si les gens qui travaillent tous les jours ne savaient pas que l'eau est à 60 degrés. Eh bien, voilà. Alors, on nous oblige, nous, dans les entreprises, avec une réglementation, et au niveau de l'État, ils ne respectent même pas le minimum du principe de précaution. Les gens sont complètement désinformés et ceux qui sont en dessous de tout, ce sont tous ceux qui se sont fait élire, qui sont à la tête des partis politiques. Ils devraient se préoccuper de la population civile, ils devraient chercher des informations, ils devraient chercher à comprendre, ils ne se posent pas de questions. Ils sont dans le déni, ils sont dans la propagande de la force de dissuasion. Tout ça va voler en éclats. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « j'en parle autour de moi, personne ne veut me croire ». Évidemment, comment voulez-vous faire 50 années de propagande sur quelque chose qui est complètement faux? Si la guerre éclate, elle sera forcément nucléaire. Parce que pour quelle raison est-ce qu'ils auraient fabriqué pendant 50 ans des milliers de têtes nucléaires pour ne pas les utiliser? Vous comprenez? Donc ça ne tient pas la route. Il faut, quand j'ai des gens qui me font des commentaires comme ça, non. Il faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser et de mettre les choses en perspective. Vous voyez? Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vous ai apporté quelques informations. On va certainement attendre quelques temps, mais l'équipe qui est en train de se mettre en place aux États-Unis n'augure rien de bon. À mon avis, ils sont pour la construction du grand Israël, c'est-à-dire un territoire qui occupera tout le Liban,
une partie de la Syrie, la Cisjordanie, le plateau du Golan, tout ça, c'est leur objectif. Et donc, ils ne reculeront devant rien pour arriver à cet objectif. Et si de l'autre côté, les gens sont décidés à se défendre, eh bien, tout naturellement, nous irons vers la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Alors, ici, c'est donc ce bonhomme qui va être le secrétaire à la défense des États-Unis. Il a sur son biceps droite un tatouage qui est marqué, c'est un slogan de l'époque des croisades, que Dieu leur a donné la mission d'aller sortir les musulmans sur le territoire de Jérusalem. Et donc, c'est un fanatique, et c'est un gars qui est plus fanatique que les pires sionistes qu'il y a en Israël. Donc ils l'ont placé, vous voyez, il n'y a pas de doute là-dessus, on a compris les symboles, voilà. C'est ce bonhomme-là qui va être secrétaire d'État, secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis. Il a été choisi, sélectionné par Trump. Vous allez le voir dans un interview où là, un journaliste lui pose la question « Que pensez-vous d'un risque de guerre nucléaire ?» Il ne sait pas, il est en blue jean, il est là. Donc voilà un peu le bonhomme qu'on a mis à la tête d'une organisation qui fait quand même 3 200 000 salariés. Oui. Et donc c'est un bonhomme comme ça, voilà, 44 ans, qui a à moitié abruti, qui va faire compléter l'équipe de Donald Trump. Donc ça n'augure rien de bon. Et puis vous verrez tout à l'heure un autre petit discours qu'on va mettre d'un gars qui va être l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Il s'appelle Ougabe. Alors lui, carrément, il veut sortir les Palestiniens de Palestine et les installer dans un autre pays. Il y a suffisamment, il a dit textuellement, il y a suffisamment de place dans le monde pour mettre les Palestiniens ailleurs. Voilà où on en est. Alors là, nous voyons le futur secrétaire à la Défense qui a été nommé par Donald Trump. Il est à l'époque de ce petit film qui a été réalisé, c'est un animateur de télévision qui se lance dans la vie politique et il fait un discours pour un public d'Israéliens et donc basé sur une vision mystique en quelque sorte de Jérusalem et nous explique les étapes qui relèvent du miracle en fait. Alors là, vous avez ici un journaliste qui pose la question donc à ce futur ministre de la Défense. Est-ce que vous êtes inquiet de l'éventualité d'une guerre nucléaire avec la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine? Et donc, voilà sa réponse. Il me dit, oui, j'ai toujours pensé que peut-être Poutine allait commencer par la Crimée et puis continuer et tout. Vous voyez, alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de regarder l'attitude de ce bonhomme, sa gestuelle, plus que ce qu'il dit, parce que on voit que c'est pas quelqu'un qui est du niveau d'être le secrétaire d'État à la défense des États-Unis. C'est très clair. Alors ce qu'il raconte, vous voyez un peu la gestuelle est presque plus importante que ce qu'il est en train de nous dire. Donc voilà. Voilà, si vous ne l'arrêtez pas en Ukraine, eh bien, il va continuer sur toute l'Europe et il va continuer comme ça. Voilà sa vision des choses. Donc, je crois que ça situe très bien le personnage. Voilà. I think he's probably knows enough to know that it's
probably not going much further than Ukraine. Alors ici, vous avez le futur ambassadeur des États-Unis qui va être installé à Jérusalem. Et ce qu'il nous raconte, c'est qu'il ne peut pas y avoir de solution à deux États en Israël, que c'est une solution absolument irrationnelle. Et si on doit créer un État palestinien, il faut le créer à l'extérieur de l'Israël, il faut le créer à l'extérieur de la Palestine. Voilà ce qu'il nous raconte.